immunitaire. Donc aujourd'hui, on va écouter Flora, qui est dans l'équipe de Marc Ouellette, elle va présenter son projet de doctorat. Sachez que l'enregistrement, la présentation va être enregistrée, donc si vous ne souhaitez pas apparaître dans la vidéo, merci de ne pas activer votre caméra. Comme la dernière fois, vous êtes invité à donner votre commentaire sur la présentation de Flora afin qu'elle puisse s'améliorer, qu'elle puisse connaître ses points forts, ses points faibles. Malheureusement, on ne peut pas vous fournir le document qu'on vous avait préparé, mais si vous pouviez juste, après la présentation, faire un petit mail au CAMI et lui donner ses bons points, ses mauvais points, les choses à améliorer, les choses qu'il ne faut surtout pas qu'elle change. Ça va l'aider grandement, ainsi que les étudiants qui vont arriver après. Vos commentaires seront anonymes, on va juste lui transférer les commentaires sous forme d'un document Excel. Donc voilà, donc ça va durer à peu près une quinzaine de minutes et après vous serez libre de poser toutes vos questions en français et en anglais. Merci beaucoup et c'est à toi Flora. Merci Marine. Donc bonjour à tous, je vais vous présenter une partie de mon projet de doctorat qui s'intitule l'exploration de la transformation de l'ADN dans les biofilms de Streptococcus pneumoniae à l'aide d'un criblage génomique. Donc, je vais commencer par une courte introduction sur Streptococcus pneumoniae. Donc, c'est une bactérie pathogène humaine qui colonise les voies respiratoires et notamment le nasopharynx de manière asymptomatique. La population ciblée sont les enfants de moins de 5 ans, les personnes de plus de 65 ans et plus globalement les personnes qui sont immunodéprimées. Flora, oui? juste si tu as changé de slide, moi je ne le vois pas. Non, j'ai des animations. On voit pas? Pour moi, ça marche, Flora. Ah, parfait. Pour moi aussi? Ok, ben c'est juste moi. C'est correct alors, c'est normal. C'est le Teams qui bug. Tout va bien. Ok. Donc, elle est responsable de plusieurs types d'infections à partir de la colonisation du nasopharynx. Elle peut migrer dans les poumons pour causer des pneumonies, dans les oreilles pour causer des otites, mais aussi passer dans le sang et migrer dans le cerveau et elle peut causer des méningites. On note une diminution de la sensibilité aux antibiotiques de cette bactérie depuis quelques années et elle fait partie de la liste de l'OMS des bactéries à surveiller dans les prochaines années. C'est notamment dû au fait qu'elle est capable d'échanger de l'information génétique de manière naturelle et ceci est un processus important d'émergence de résistance aux antibiotiques. Il existe plusieurs transferts d'informations génétiques différents. On a la conjugaison qui se fait via un plasmide de conjugaison et un pili sexuel. Les deux cellules bactériennes doivent se toucher pour ce transfert-là. Il y a aussi la transduction qui se fait via l'infection par un phage. Et enfin, la transformation où la cellule est capable de prendre de l'ADN libre qu'elle trouve dans son environnement. Aujourd'hui, on va plus se focaliser sur la transformation. Donc là, pour qu'il y ait transformation, il faut que la bactérie soit dans un état physiologique dit de compétence. Cet état est induit par différents signaux, dont les changements de pH et de température. Lorsqu'elle est dans cet état, elle va sécréter un peptide de compétence qu'on appelle CSP pour Competence Stimulating Peptide. Et via Current Sensing, ce peptide va toucher les bactéries avoisinantes pour qu'elles deviennent à leur tour compétentes. Lorsque les bactéries sont compétentes, elles peuvent transformer l'ADN qu'elles trouvent libre dans leur environnement en fixant l'ADN, en l'intégrant dans la cellule et en recombinant des morceaux d'ADN dans leur génome. On connaît beaucoup de choses sur la compétence et la transformation naturelle, mais la plupart des études sont effectuées en laboratoire sur des cellules planctoniques. Or, Streptococcus pneumoniae colonise le nasopharynx sous forme de biofilm. Donc, qu'est-ce qu'un biofilm ? Un biofilm, c'est une communauté multicellulaire qui adhère à une surface, qu'elle soit biotique ou abiotique. Elle va adhérer, sécréter une matrice extracellulaire composée de protéines, de sucre et d'ADN, se différencier en biofilm et arriver à maturation. À partir de là, les bactéries peuvent se détacher du biofilm et être libres dans leur environnement, et c'est ce qu'on appelle des cellules planctoniques. La croissance en biofilm crée un environnement parfait pour l'échange d'informations génétiques parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit, dans la matrice extracellulaire de l'ADN libre, mais aussi dû à la proximité des cellules entre elles à l'intérieur du biofilm.
Il a été montré qu'il y a une surexpression des gènes de compétence en biofilm. Donc ici, on peut voir deux gènes comme A et comme X, qui sont deux gènes appartenant à deux régulons de la compétence, qui sont surexprimés en biofilm par rapport à des conditions de septicémie que l'on peut comparer à des cellules planctoniques. Il y a aussi une étude qui a été faite in vivo où on voit que l'efficacité de transformation en biofilm est augmentée par rapport aux cellules planctoniques. Donc, la formation des biofilms est un important paramètre pour l'échange d'informations génétiques chez Streptococcus pneumoniae. Et le biofilm est donc un réservoir de gènes de résistance aux antibiotiques, ce qui facilite leur propagation. Le but de notre étude est donc d'identifier des gènes et des conditions environnementales impliquées dans le mécanisme de transformation naturelle chez Streptococcus pneumoniae. Pour analyser l'efficacité de transformation, nous mettons une souche de Streptococcus pneumoniae en contact avec un LISA d'une souche contenant une mutation conférant une résistance à différents antibiotiques selon les besoins de l'expérience. Nous incubons ce mélange pendant 72 heures à 35 degrés pour former un biofilm mature et on étale sur des géloses sans antibiotiques ou avec antibiotiques pour calculer l'efficacité de transformation. Donc, on a commencé à faire ça dans différents milieux chimiquement définis pour une souche de laboratoire wild type D39. Et ici, on peut voir que dans le milieu C plus Y, lorsque la bactérie a besoin d'ajout de CSP, le peptide de compétence, pour qu'il y ait une augmentation de l'efficacité de transformation. Ce qui n'est pas le cas pour le deuxième milieu chimiquement défini, le CDM, qui n'a pas besoin du CSP pour augmenter son efficacité de transformation. On a pu donc voir que l'efficacité de transformation de D39 est dépendante du milieu. Intrigués par ce phénomène, on a décidé de poursuivre cette étude avec différents milieux et différentes souches de Streptococcus pneumoniae. Donc ici, je vais vous montrer un tableau récapitulatif. En vert, on a les conditions qui permettent positives pour la transformation de l'ADN. Et en rouge, on a les conditions négatives pour la transformation de l'ADN. Donc, comme je vous l'ai pointé précédemment, pour D39, dans le milieu C plus Y, il n'y a pas de transformation sans l'ajout de peptides de compétence. Par contre, dans le milieu CDM, il y a transformation possible sans peptides de compétence. Nous avons élargi l'étude à deux milieux riches cette fois, le BHI et le Columbia. Et on peut voir que D39 n'est pas capable de transformer dans ces deux milieux sans ajout de CSP. Et nous avons aussi poursuivi notre étude avec 3 souches cliniques. Et on peut voir que selon les milieux et selon les souches, on a différents patterns de transformation. Donc, le génome de la souche et l'environnement sont importants pour la transformation de l'ADN sans complémentation en peptides de compétence. Pour pouvoir identifier de nouveaux gènes impliqués dans le mécanisme de la transformation naturelle, on a utilisé un criblage génomique appelé MUTSEC qui combine une mutagénèse chimique couplée à du séquençage haut débit. Pour faire ça, on a commencé à faire ce criblage génomique sur la souche D39 dans le milieu C plus Y, donc en ajoutant un agent mutagène, l'EMS pour éthylméthanesulfonate. Nous avons mis cette souche mutagénéisée, mais aussi la souche non traitée comme contrôle, en biofilm pendant 72 heures dans le milieu C plus Y, complémenté avec un LISA d'une souche contenant la mutation I100L dans le gène DHFR qui confère une mutation au trimétoprime. Nous avons étalé ensuite ces biofilms sur gélose avec trimétoprime et nous avons sélectionné des clones qui semblent avoir une augmentation d'efficacité de transformation puisqu'elles ont transformé le LISA présent dans le milieu. On a fait un deuxième passage en biofilm dans le même milieu C plus Y avec un autre LISA qui donne une résistance à la streptomycine. Nous avons sélectionné cette étape nous permet de sélectionner un double événement de transformation. Nous avons sélectionné sur le double antibiotique et nous avons récupéré ce qu'on appelle des vrais transformants qui contiennent la mutation I100L dans le gène DHFR,
des mutants qui sont résistants au trimethoprim mais qui n'ont pas cette mutation spécifique, qui vont nous servir de contrôle pour nos analyses plus tard, et des contrôles négatifs qui n'ont pas été capables de transformer dans ce deuxième passage en biofilm. On a envoyé donc 40 clones et 10 contrôles négatifs au séquençage et on a fait des analyses bioinformatiques qui nous ont permis de révéler des mutations récurrentes présentes dans les vrais transformants mais absents dans les mutants et dans les clones négatifs. Donc ici, nous avons un tableau récapitulatif des mutants qui sont des vrais transformants car ils contiennent tous la mutation I100L dans le gène DHFR. On retrouve plusieurs gènes qui sont impliqués dans différentes voies métaboliques. On a par exemple le gène NRDD et le gène PURD qui sont impliqués dans le métabolisme des purines. Nous avons PLSC et PLSX qui est impliqué dans la biosynthèse des phospholipides. Nous avons aussi des CBPL qui est une protéine liant la choline. Et aussi des gènes de la biosynthèse de la capsule. Ces deux gènes-là sont intéressants car il est connu que des mutations dans les gènes de la biosynthèse de la capsule permettent une augmentation de l'efficacité de transformation du streptocoque. On a donc décidé d'intégrer cette mutation G70E dans le gène CPS2O dans la souche D39 wild type pour savoir si cette mutation donne une augmentation d'efficacité de transformation. Ceci va nous servir de contrôle positif. Et effectivement, on voit que cette mutation G70E dans le gène CPS2O présente une augmentation d'efficacité de transformation comparée à la souche D39 wild type, mais aussi à la souche qui contient juste seulement la mutation I100L dans le gène DHFR. Ensuite, nous avons été intrigués par ces mutations récurrentes dans 3 mutants dans le gène CBPL, qui est une protéine liant la choline. On s'est intéressé spécifiquement au mutant M25 car il contient seulement 3 mutations. La mutation dans le gène DHFR qui confère la résistance au trimethoprim, cette mutation dans la protéine liant la choline, mais une mutation unique dans tout le crible dans le gène XA. Ceci va nous permettre d'être sûr que l'introduction de la mutation CBPL dans la souche sauvage est vraiment celle qui permet une augmentation de l'efficacité de transformation. Et effectivement, lorsqu'on insère la mutation dans le gène XA, nous n'avons pas une augmentation d'efficacité de transformation, tandis que lorsqu'on insère cette mutation G150S dans CBPL, on a une augmentation d'efficacité de transformation. Ensuite, nous avons été intrigués par ces 6 gènes ici, qui sont mutés dans 7 vrais transformants distincts. Je n'ai pas réussi à mettre toutes les mutations, j'ai réussi à en introduire seulement 4 dans la souche sauvage. Et on peut voir que chacune, indépendamment l'une de l'autre, confère une augmentation de l'efficacité de transformation. Et pour finir, on a aussi intégré cette mutation dans ce gène SCRR, qui est un répresseur de l'opéron sucrose. Et on a aussi une augmentation de l'efficacité de transformation lorsqu'on insère cette mutation dans la souche wild type. Donc, on a pu voir qu'il y a plusieurs voies métaboliques mutées qui permettent une augmentation de l'efficacité de D39. Et donc, on s'est demandé si, dans les souches, étant donné qu'on a vu que la transformation est dépendante aussi du génotype de la souche, nous nous sommes demandé si, dans les souches cliniques résistantes à différents antibiotiques, on a des mutations communes dans ces voies métaboliques que j'ai révélées avec mon criblage génomique. Pour ça, nous avons utilisé une approche GWAS, faite par la postdoctorante Fong de l'équipe du docteur Marc Ouellette, qui a pris une liste de génomes de différentes souches cliniques. Je simplifie énormément ici. On a regroupé les différentes souches selon leur phénotype, sensible ou résistant, et on a fait une étude d'association génomique pour associer les différentes mutations à un phénotype de résistance. On a donc géré une liste de mutations qui semblent être associées à la résistance au trimethoprim et on a comparé ces mutations avec le criblage chémogénomique que je vous ai présenté tantôt.
Et nous avons trouvé des mutations dans les mêmes voies métaboliques. Par exemple, le métabolisme des purines. On a trouvé une mutation dans l'étude d'association génomique dans une acétyltransférase qui fait partie du même opéron que NRDD que j'avais trouvé dans mon chemseq. Et de même pour PURH et PURD qui sont impliqués dans la biosynthèse des purines, on a trouvé des mutations dans les deux études. On a donc voulu valider si ces mutations trouvées dans l'étude d'association génomique sont impliquées dans l'efficacité de transformation. Donc pour ça, on a introduit PURH. Désolée, il y a un autre gène, PUL-A, qui est muté dans les deux études et qui est une enzyme qui hydrolyse les carbohydrates. Donc, le but maintenant, c'était d'introduire toutes ces mutations dans la souche D39 wild type pour voir si ça avait une implication dans l'efficacité de transformation. On a réussi à intégrer les mutations dans PURH et PURD, ces deux mutations ici. On a vérifié qu'elles n'étaient pas responsables d'une résistance au trimethoprim. Et on a fait nos tests d'efficacité de transformation sur ici la mutation intégrée dans le gène PURH qui semble augmenter l'efficacité de transformation par rapport à la souche wild type et la souche qui contient seulement la mutation I100L dans DHFR. Mais ce n'est pas le cas pour la mutation PURD. Donc, ces études-là ont été faites dans le C plus Y, comme je vous dis, dans le milieu C plus Y. Et comme on a vu, le milieu environnant, l'efficacité de transformation dépend du milieu dans lequel l'étude est faite. Donc, peut-être que PURD, nous n'avons pas encore les bonnes conditions pour que cette mutation-là puisse nous montrer un phénotype d'augmentation d'efficacité de transformation. Donc, avec ce résultat ici de l'introduction de la mutation dans PURH, on a pu valider notre hypothèse et on a pu... Donc, les mutations trouvées dans l'étude d'association génomique augmentent l'efficacité de transformation et ne sont pas responsables de la résistance au trimethoprim. Donc, pour conclure, on a pu voir que la transformation de l'ADN dépend du génotype et de l'environnement de la bactérie. Grâce au criblage génomique MED7, nous avons sélectionné des mutations présentes dans diverses voies métaboliques qui augmentent la transformation sans l'aide du peptide de compétence. Et il semblerait donc que la transformation de l'ADN est une clé pour la survie et l'évolution de Streptococcus pneumoniae. Pour continuer ce projet, il faut qu'on valide les autres mutations trouvées en commun par l'étude d'association génomique. Et aussi, nous allons effectuer un criblage génomique ModSec sur les différentes souches cliniques et les différentes conditions que je vous ai présentées plus tôt. Donc, cette étude va permettre de mieux comprendre les voies métaboliques qui sont impliquées dans la transformation de l'ADN. Merci, je remercie toute mon équipe, bien sûr, le docteur Marc Ouellette, Philippe Leprohon et les organismes subventionnaires, ainsi que le CMI pour organiser ces séminaires. Et vous pouvez me poser vos questions. Alors, merci Flora pour ta présentation. En effet, comme elle l'a dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit dans le chat ou à l'oral. Vous avez juste à désactiver votre caméra et à poser votre question. Je vais regarder dans le chat déjà. Personne n'a de questions, d'interrogations? Je pense pas avoir été autant claire. Bon, ben moi, je vais en poser une. Bon. C'était pas le but de l'exercice, mais bravo, en tout cas, belle présentation. Donc, si je comprends bien, le pneumocoque, il y a une façon de transformer qui est avec le peptide de compétence. Mais là, toi, tu as découvert que maintenant, il y a plusieurs voies métaboliques qui peuvent également pallier à ça. Donc, est-ce qu'il y a des conditions dans la transformation naturelle ou dans la vie du pneumocoque où il devrait avoir recours à ce type
d'événements-là plutôt que par le peptide de compétence. Donc, est-ce qu'il y a un moment donné où le peptide de compétence est produit, puis peut-être que pour le pneumocoque, il faut qu'il s'adapte de façon différente? Dans le fond, on sait que dans des conditions planctoniques, la production de peptides de compétence est vraiment à un moment donné, c'est une courte fenêtre dans la croissance du pneumocoque. Dans le biofilm, c'est pas très clair quand est-ce que c'est. Donc, j'imagine que s'il n'y a pas, dans un biofilm, s'il n'y a pas production, ces événements-là peuvent se passer dans la vie du biofilm indépendamment de l'état de croissance de la bactérie. Puis les mutations que vous avez trouvées dans une collection de souches cliniques qui semblent être corrélées avec ton crible, est-ce que vous en avez trouvé dans des souches qui sont sensibles ou c'est seulement dans des souches qui sont résistantes? Dans le fond, l'étude d'association génomique permet de voir, de prendre les mutations qui sont le plus présentes dans les souches résistantes et qui ne le sont moins dans les souches sensibles. Donc, il y a des... On pourrait penser que dans certaines conditions, soit d'environnement ou de génotype, le pneumocoque, pour acquérir des gènes de résistance, faciliter l'acquisition de gènes de résistance va muter certains sentiers métaboliques. Est-ce que ce serait la conclusion que tu porterais? Oui, c'est ça. Mais oui, quand on prend les génomes des souches cliniques, c'est vrai que l'environnement d'une souche clinique, c'est le nasopharynx. Donc, reproduire cet environnement-là en laboratoire, à part si on fait des études in vivo sur les souris, c'est vrai que les conditions qu'on utilise, nous, sont quand même différentes de ces conditions, des conditions d'évolution des souches cliniques qu'on a utilisées pour l'étude d'association génomique. Très bien, merci. Moi, j'aurais une question. Oui. Flora, je ne suis pas sûre que j'ai compris. Bon, les changements, les mutations au niveau des voies métaboliques qui sont en lien avec l'efficacité des transformations. Est-ce que tu peux me donner un exemple comment un changement dans une voie métabolique précise peut avoir un impact sur la transformation d'ADN? C'est juste un exemple parce que ce n'est pas clair comment ça peut se faire, par exemple, en changeant tel ou tel processus métabolique. C'est vrai que pour la plupart des voies métaboliques que j'ai montrées ici, par exemple la synthèse des purines, peut-être la synthèse des phospholipides, je peux l'expliquer, mais en tout cas la biosynthèse des purines, c'est un peu flou, il n'y a pas trop d'études là-dessus, donc je ne sais pas, mais par exemple, si je prends l'exemple des gènes de la biosynthèse de la capsule, dans le fond, la capsule entoure la bactérie et c'est comme une espèce de protection autour de la bactérie. Donc, s'il y a un gène de la biosynthèse qui limite la production de cette capsule, l'ADN va avoir plus de facilité à rentrer dans la bactérie, par exemple. Mais c'est vrai que pour les purines, on a un exemple avec une autre bactérie, Haemophilus influenza, où ils ont montré que l'augmentation des purines dans l'environnement déclenche la compétence et donc permet à la bactérie de transformer de l'ADN, mais ça n'a pas été montré chez Streptococcus. J'ai essayé de le faire, je n'ai pas réussi, mais ça n'a pas été montré chez Streptococcus pneumoniae. Mais est-ce que ça peut avoir un lien avec l'efficacité des synthèses d'ADN dans la cellule? Par exemple, que dans certains cas, elle doit avoir plus d'ADN de l'extérieur pour une raison. Parce que c'est sûr que ça dépend de l'environnement. C'est sûr que le fait que dans certaines conditions, est capable d'avoir d'ADN et pas dans d'autres, c'est peut-être en lien aussi avec son propre métabolisme, ses propres besoins de produire telle ou telle chose. C'est ça, en liant la synthèse d'ADN pour certaines... C'est pour ça que, par exemple, pour Haemophilus influenza, la présence de purine, une grosse concentration de purine dans l'environnement
en fait, ça déclenche ça surexprime les gènes de compétence pour que la bactérie se mette en état de compétence. Et c'est vrai que dans les différentes bactéries, pour qu'il y ait cet état de compétence déclenché, c'est vraiment dépendant de l'environnement. Je peux vous donner un exemple qui est vraiment étonnant pour moi, c'est Vibrio cholerae qui est dans les milieux aquatiques, qui a besoin de présence de chitine, donc la molécule qu'il y a sur les exosquelettes des crustacés, etc., pour déclencher la compétence. Donc, c'est vraiment dépendant du milieu dans lequel il y a des molécules ou des molécules qui permettent de déclencher la compétence chez les différentes bactéries. Je ne sais pas si je réponds trop à votre question. Merci, non, c'était assez éclairant, là, parce que c'est très bien, merci. D'autres questions? C'est ce que j'allais demander justement. Est-ce que quelqu'un avait une autre question ou pas? Il ne semblerait pas. C'est ce qui va clore cette réunion. Donc, merci encore à toi, Flora, pour cette belle présentation. Merci à tous les participants aussi. Donc, l'enregistrement sera disponible très prochainement sur notre chaîne YouTube. Si vous avez d'autres questions pour Flora, n'hésitez pas à les envoyer par courriel au CAMI. Et aussi, si vous avez pu prendre quelques notes pour qu'elle puisse améliorer sa présentation ou la conforter dans ses points, n'hésitez pas donc à les envoyer, on les lui enverra par la suite. Merci à vous tous. Bonne journée. Bonne journée.